Les pins se balançaient sous les rafales du vent des montagnes, laissant tomber sur le sol leurs aiguilles ambrées. Le soleil déclinait déjà, peignant le ciel au-dessus des montagnes du Colorado de teintes roses cuivrées. Nora McClintock marchait sur un sentier à peine visible, cueillant dans un panier tressé les dernières baies de genévrier. Son père disait toujours que ces petites perles bleues étaient le meilleur remède contre le rhume, et l'hiver dans les montagnes ne pardonnait pas aux faibles. La jeune femme s'arrêta près d'un buisson particulièrement touffu et tendit la main vers les baies les plus mûres. Sa robe en laine, couleur des feuilles d'automne, s'accrocha aux branches épineuses. Mais Nora n'y prêta pas attention. Elle était fille de garde forestier et habituée aux égratignures. Ses longs cheveux châtains, tressés en une natte épaisse, brillaient au soleil. À 18 ans, Nora possédait cette beauté naturelle, qui n'avait nul besoin des tenues de la ville. Des joues rosies par l'air des montagnes, des yeux verts limpides et des mains fortes qui ne craignaient pas le travail. Elle fredonnait une vieille ballade que sa mère lui chantait dans son enfance, quand elle entendit soudain un craquement de branches derrière elle. Nora se retourna et se figea. À 20 pas de là, dressé sur ses pattes arrière, se tenait un énorme grizzly. Sa fourrure sombre chatoyait aux rayons du soleil couchant, et ses petits yeux de jais examinaient attentivement la jeune femme. La bête mesurait au moins 7 pieds de haut et n'avait manifestement aucune intention de céder le passage. Nora connaissait les règles. Pas de mouvement brusque, ne pas tourner le dos, reculer lentement. Mais ses jambes semblaient s'être enracinées dans le sol, et son cœur battait si fort qu'il lui semblait que l'ours allait forcément l'entendre. Le panier glissa de ses mains, et les baies se répandirent sur l'herbe comme des perles sombres. « Doucement, mon grand, » murmura-t-elle, les lèvres tremblantes. « Je n'ai rien à faire ici, je m'en vais. » L'ours se laissa retomber sur ses 4 pattes et fit un pas en avant, puis un autre. Sa respiration était audible même à distance, lourde, rauque et menaçante. Nora recula, mais trébucha sur une racine saillante et tomba à la renverse. Elle gisait maintenant, impuissante, tandis que la bête s'approchait sans hâte. « Mon Dieu, ma vie va-t-elle se terminer si stupidement ?» pensa-t-elle. Elle songea à son père, qui la chercherait jusqu'à la nuit tombée, à sa mère, enterrée 3 ans plus tôt dans le petit cimetière près de l'église, et au fait qu'elle ne verrait jamais le vaste monde au-delà des montagnes. Le coup de feu retentit comme un coup de tonnerre. L'ours rugit et se tourna vers la source du bruit. D'entre les arbres surgit un cavalier sur un cheval pie, un homme de haute taille vêtu d'une veste en cuir usé et d'un chapeau à large bord. Dans ses mains, un revolver encore fumant. « Hé, le balourd !» cria-t-il en dirigeant son cheval droit sur l'ours. « Va chercher ta proie ailleurs !» Un second coup de feu passa à un pouce de la patte du grizzly. La bête gronda, mais fit demi-tour et s'enfuit lourdement dans le taillis, brisant les buissons et les jeunes arbres. Le cavalier ne le quitta pas des yeux, jusqu'à ce que l'ours ait complètement disparu. Ce n'est qu'alors qu'il mit pied à terre et s'approcha de Nora. Elle était toujours au sol, incapable de bouger sous l'effet du choc. L'inconnu lui tendit une main forte, bronzée, marquée d'une vieille cicatrice sur les jointures. « Tout va bien, mademoiselle ?» Sa voix était basse, légèrement rauque, avec l'accent traînant caractéristique des Texans. Nora leva les yeux et dévisagea pour la première fois son sauveur. Il devait avoir 25 ans, peut-être un peu plus. Son visage était buriné, aux traits anguleux qui témoignaient d'une vie rude en plein air. Des cheveux sombres s'échappèrent de son chapeau, et ses yeux gris la regardaient avec attention et sérieux. À sa ceinture pendait un colt dans un étui usé, et il portait une carabine en bandoulière. « Oui, je crois que ça va », réussit-elle enfin à dire en acceptant la main tendue. Il l'aida à se relever. La jeune femme épousseta sa robe, essayant de cacher le tremblement de ses mains. « Eli Carter !» se présenta l'homme en soulevant légèrement son chapeau. « Vous n'auriez pas dû vous aventurer seul dans la forêt, surtout au crépuscule. Les ours se préparent à hiberner et ont besoin de beaucoup de nourriture. » « Nora McClintock, et je connais cette forêt mieux que la plupart des hommes du coin, » répondit-elle avec une pointe de vexation.
c'est juste que je n'ai pas eu de chance aujourd'hui. » Ellie esquissa un sourire, la première lueur de chaleur sur son visage sévère. « Pas de chance, c'est un euphémisme. Ce vieil ours aurait pu vous déchiqueter d'un seul coup de patte. » Nora ramassa les baies éparpillées. Ellie l'aida en silence. Ses mains bougeaient avec une dextérité et une précaution surprenantes. Ce n'était visiblement pas la première fois qu'il manipulait des objets fins et délicats. Une fois le panier de nouveau rempli, ils se redressèrent et se regardèrent. « Où habitez-vous » demanda-t-il. « Je vous raccompagne. »« À 1 mille d'ici, près de la vieille scierie des McClintock. Mais vous n'êtes pas obligé ?»« Si, je le suis » l'interrompit Ellie, qui était déjà en train de seller son cheval. L'ours pourrait revenir. Les coups de feu ne les effrayaient pas toujours. Le trajet jusqu'à la maison dura une demi-heure. Ils marchaient côte à côte, Ellie tenant son cheval par la bride, tandis que Nora le dévisageait à la dérobée. Ils se déplaçaient avec une aisance et une assurance d'homme habitué au danger. Le revolver à sa ceinture était poli par un usage fréquent, et son regard trahissait une méfiance constante, comme s'il s'attendait en permanence à une menace. « Vous n'êtes pas d'ici, » dit Nora, alors que le silence devenait pesant. « Non, je viens du Texas. Je cherche du travail pour l'hiver. »« Et qu'avez-vous fait cet été ?» Ellie marqua une pause avant de répondre. « Un peu de tout. J'ai convoyé du bétail, travaillé dans des ranchs, parfois aidé le shérif, rien de spécial. » Il y avait dans sa voix quelque chose qui dissuada Nora de poser d'autres questions. Elle sentait que derrière ces mots simples se cachait une histoire bien plus complexe. La cicatrice sur sa main, la méfiance dans ses yeux, l'habitude de garder la main près de son arme, tout cela parlait d'une vie remplie de dangers. La maison des McClintock apparut entre les arbres. Une solide bâtisse en bois, avec une large véranda et un jardin soigné. De la fumée s'échappait de la cheminée, et une lumière chaude brillait aux fenêtres. Son père devait déjà s'inquiéter. « Merci, monsieur Carter, » dit Nora, en s'arrêtant au portillon. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Ellie la regarda longuement, attentivement. Une lueur de surprise passa dans ses yeux gris, comme s'il ne s'attendait pas à de tels mots. « N'importe qui aurait fait la même chose, » dit-il enfin. « Non, » secoua la tête Nora. « Pas n'importe qui. Vous avez risqué votre vie pour une inconnue. Ça signifie beaucoup. » Elle se tut un instant, rassemblant ses pensées, puis le regarda droit dans les yeux. « Je crois en la justice, monsieur Carter. Je crois que le bien que l'on fait nous est toujours rendu. Si un jour vous avez besoin d'aide, n'importe quelle aide, venez me voir. Un jour je vous rendrai la vie. » Ellie voulut dire quelque chose, mais elle avait déjà ouvert le portillon et se dirigeait vers la maison. Sur le seuil, elle se retourna et lui fit un signe de la main. Il toucha son chapeau en guise de salut, fit faire demi-tour à son cheval et prit la direction de la ville. Nora resta longtemps à la fenêtre, observant sa silhouette se dissoudre dans le crépuscule. Son cœur battait toujours à tout rompre, mais cette fois, ce n'était plus de peur. Un an passa. Nora pensait souvent au cavalier aux yeux gris qui l'avait sauvé de l'ours. Eli Carter. Même son nom résonnait dans sa tête d'une manière particulière, basse et légèrement rauque, comme sa voix ce soir-là. Elle avait tenté de savoir auprès des voisins s'il était resté dans la région. Mais personne ne savait rien. On disait l'avoir vu 1 ou 2 fois en ville acheter des provisions. Puis il avait disparu aussi soudainement qu'il était apparu. L'hiver fut rude. La neige s'accumula jusqu'aux fenêtres, et le gel était si intense que même les vieux pins craquaient la nuit. Nora a aidé son père aux tâches ménagères. Rapiéçait les vêtements à la lueur d'une lampe à pétrole, lisait les vieux livres que sa mère avait rapportés de Boston. Parfois, en regardant la forêt enneigée, elle imaginait que quelque part, au chaud dans une maison inconnue, Ellie regardait lui aussi par la fenêtre et pensait à leur rencontre. Au printemps, son père tomba gravement malade. Un rhume se transforma en pneumonie, et le vieux docteur Milton ne faisait que hocher la tête en l'écoutant tousser. Nora ne quitta pas son chevet, lui préparant des décoctions d'herbes que sa mère lui avait enseignées.
lui lisant des psaumes à voix haute. La nuit, elle priait pour que le Seigneur ne lui prenne pas le seul être cher qui lui restait. Son père se rétablit à l'arrivée de l'été, mais il avait vieilli de 10 ans. Ses cheveux étaient devenus complètement gris, et ses mains robustes de bûcheron se mirent à trembler. Il ne pouvait plus manier la hache, et il dut en vendre la scierie à un voisin pour la moitié de sa valeur. L'argent ne dura pas longtemps. « Ma fille, lui dit-il un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda à écouter le chant des grillons. Il est temps que tu te maries. Une jeune et jolie femme ne devrait pas gâcher ses meilleures années à s'occuper d'un vieil homme. Ne dis pas de bêtises, papa. Tu n'es pas vieux, juste un peu fatigué. Je sais ce que je dis. Willie Henderson est encore venu demander ta main. C'est un bon garçon, il a un ranch, une dizaine de vaches. Tu vivras dans l'aisance. Nora serra les poings. Willie Henderson était gentil, mais aussi ennuyeux qu'un jour de pluie en octobre. Il ne parlait que de bétail, du prix du grain et de nouvelles charrues. À ses côtés, elle avait l'impression d'étouffer lentement, mais il était difficile de refuser son père, qui s'inquiétait sincèrement pour son avenir. « J'y réfléchirai », promit-elle. Et chaque soir, elle se rendait à la lisière de la forêt et regardait la route, espérant voir apparaître un cavalier familier sur un cheval pie. Des rêves de jeune fille insensée, elle le savait, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Dans sa vie bien réglée, Eli Carter était devenu le symbole du vaste monde, de l'aventure, de l'amour véritable des romans. L'été passa, suivi de l'automne. Son père parlait de plus en plus souvent de mariage, et Willie Henderson se présentait à la maison avec une régularité exemplaire, apportant tantôt du gibier frais, tantôt du miel sauvage, tantôt un bouquet de fleurs des champs. Il était patient et persévérant, comme doit l'être un bon fermier. Nora comprenait qu'elle devrait tôt ou tard accepter. Et puis, en octobre, alors que les feuilles des arbres devenaient dorées et que l'air sentait l'hiver approcher, Nora entendit un bruit de sabots sur la route. Elle était en train d'étendre le linge dans la cour lorsque le son la fit s'immobiliser, un drap mouillé entre les mains. Son cœur se serra d'un pressentiment. Et en effet, au détour du chemin, apparut un cavalier sur un cheval pie, Eli Carter. En un nain, il n'avait presque pas changé, si ce n'est que son bronzage était plus foncé et qu'une profonde lassitude s'était installée dans ses yeux. Il s'approcha lentement du portillon et mit pied à terre. Ses mouvements étaient précautionneux, comme si chaque pas lui était douloureux. « Bonjour, mademoiselle McClintock, » dit-il en soulevant son chapeau. « Monsieur Carter. » Nora jeta le drap dans le panier et courut vers le portillon. « Comme je suis heureuse de vous voir. Mon père et moi avons si souvent parlé de... » Les mots se coincèrent dans sa gorge. Maintenant, de près, elle voyait que quelque chose n'allait pas. Il tenait son épaule gauche de manière anormale, et des cernes sombres creusaient ses yeux. De plus, sur sa chemise, malgré le tissu sombre, on distinguait des taches brunes. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, bien sûr, répondit Ellie, mais sa voix était tendue. J'étais juste de passage. Je voulais savoir comment vous alliez. »« Entrez donc, mon père sera ravi de vous voir. Je vais préparer du café. » Ellie hésita, puis hocha la tête. Il attacha son cheval au poteau de la clôture et suivit Nora vers la maison. Elle remarqua qu'il boitait légèrement de la jambe droite. Le père fut en effet ravi de l'accueillir. Le vieux McClintock était de ceux qui estiment le courage par-dessus tout, et l'histoire du sauvetage de sa fille avait fait d'Ellie presque un membre de la famille. Ils s'assirent à table, Nora servit le café et une tarte aux pommes, mais Ellie toucha à peine à la nourriture. « J'ai entendu dire que vous aviez vendu la scierie, » dit-il pour entretenir la conversation. « Oui, » soupira le père. « Les forces me manquent. Nora songe à se marier maintenant avec Willie Henderson. Un bon gars, travailleur. » Nora rougit et lança un regard furieux à son père. Eli se figea un instant, sa tasse à la main, puis la reposa délicatement sur la soucoupe. « Félicitations.
dit-il d'une voix neutre. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Mais rien n'est encore décidé, s'empressa de protester Nora. Papa ne fait que parler. Mais Élie se levait déjà de table. Il faut que je parte. Merci pour votre hospitalité. Où allez-vous si vite? S'étonna le père. Le soir va bientôt tomber. Passez la nuit ici. Il y a de la place dans la grange. Non, merci, je dois vraiment y aller. Nora le raccompagna jusqu'au haut portillon. L'air sentait les feuilles mortes et la fumée de cheminée. Au loin, un coyote se mit à hurler, un son solitaire et plaintif. Élie, appela-t-elle doucement, alors qu'il prenait déjà les rênes. Il se retourna. À la lumière du soleil couchant, son visage semblait épuisé. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes blessé? Une broutille. Une petite altercation avec des marchands de bétail malhonnêtes. Rien de grave. Montrez-moi. Nora. Montrez-moi, répéta-t-elle plus fermement. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a 1 an, que je vous rendrai la vie un jour. Peut-être que ce jour est arrivé. Élie la regarda longuement, attentivement. Puis il déboutonna lentement sa chemise. En dessous, sur son épaule gauche, un bandage frais était déjà imbibé de sang. « Jésus-Christ, murmura Nora, quand est-ce arrivé? Avant-hier, j'ai fait un pansement de fortune, mais... Entrez, tout de suite. Non, votre père. Mon père dormira dans 1 heure, il se couche tôt. Et vous? Vous vous viderez de votre sang avant le matin, si je n'examine pas cette blessure. » Cette fois, Élie ne discuta pas. Peut-être la douleur était-elle plus forte que sa fierté, ou peut-être était-il simplement trop fatigué pour lutter. Nora le conduisit dans une petite pièce derrière la cuisine, où sa mère accueillait autrefois les parturientes et soignait les malades. L'endroit était propre, il sentait les herbes et le savon. « Assieds-vous là, » ordonna-t-elle en désignant un tabouret, « et enlevez votre chemise. » Élie obéit. Nora alluma une lampe à pétrole et apporta de l'eau chaude, des linges propres et une bouteille de whisky que son père gardait pour les grandes occasions. Lorsqu'elle retira délicatement le bandage, son cœur se serra. La blessure était profonde, causée par une balle, à en juger par son aspect. Les bords étaient enflammés et l'infection avait commencé. 1 jour ou 2 de plus, et cela aurait pu se terminer par une septicémie. « Vous réalisez que vous auriez pu mourir ?» demanda-t-elle en nettoyant la plaie avec de l'eau bouillie. « Je réalise, » grinça Élie entre ses dents quand elle versa du whisky sur la blessure. « Alors pourquoi ne pas être allé voir un médecin? Dans ma situation, on ne peut pas toujours aller voir les médecins. » Nora s'immobilisa, un bandage à la main. « Et quelle est cette situation ?» Élie garda le silence. Puis il la regarda droit dans les yeux, avec sérieux. « Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas, Nora, vraiment. Je vous suis reconnaissant pour votre aide, mais je partirai demain matin, et nous ne nous reverrons plus. Ce sera mieux pour tout le monde. »« Mieux pour qui? Pour moi ?» Sa voix prit des accents de colère. « Vous m'avez sauvé la vie il y a 1 an, et maintenant vous croyez que je vais vous laisser mourir d'hémorragie dans un fossé au bord de la route. Ce ne sont pas vos affaires. » Si. Elle se pencha vers lui, ses yeux brillants à la lueur de la lampe. « J'ai donné ma parole, Élie Carter. Et les McClintock tiennent toujours parole. » Elle banda fermement son épaule avec un linge propre, lui fit boire une décoction d'écorce de saule contre la douleur et la fièvre. Élie resta assise en silence, observant ses gestes habiles. Quand elle se penchait, une odeur de lavande et de pain chaud émanait de ses cheveux. « Comment savez-vous soigner les blessures ?» demanda-t-il. « C'est ma mère qui me l'a appris. Elle était sage-femme, elle aidait les gens. Elle disait que chaque femme doit savoir comment guérir la douleur. »« La sienne aussi ?» Nora leva les yeux vers lui. On pouvait y lire de la surprise. « Que voulez-vous dire ?»« Rien, » dit-il en se tournant vers la fenêtre. « Je dis des bêtises, c'est la perte de sang. » Mais Nora sentait que ce n'était pas des bêtises. Il y avait dans sa question
une sorte de mélancolie qui faisait écho à quelque chose dans son propre cœur. Elle termina le pansement et recula d'un pas. « Vous restez pour la nuit et ne discutez pas. La blessure doit se refermer, et pour cela, il faut du repos. » Ellie hocha la tête. Il était trop faible pour protester. Nora lui apporta une couverture et un oreiller, lui préparant un lit dans la même petite pièce. Au moment de partir, il l'appela. « Nora, merci. »« De rien. Bonne nuit. » Elle avait déjà la main sur la poignée de la porte quand il ajouta à voix basse. « Et ce Willy, c'est un homme bien ?» Nora se retourna. Ellie était allongée sur le dos, le regard fixé au plafond, le visage dans l'ombre. « Oui, » répondit-elle après une pause. « Très bien. Et vous l'aimez ?» La question flotta dans l'air, comme la fumée d'une bougie qui s'éteint. Nora resta près de la porte, les poings serrés. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait forcément l'entendre. « Bonne nuit, Ellie, » dit-elle avant de sortir. Nora ne dormit pas de la nuit. Allongée dans son lit étroit, elle écoutait le vent bruire dans les branches nues du pommier derrière la fenêtre et pensait à l'homme qui dormait dans la pièce en bas. Plusieurs fois, elle se leva pour vérifier si sa fièvre n'avait pas augmenté, si sa blessure ne s'était pas rouverte. Chaque fois, elle le trouvait dormant paisiblement, et une étrange sensation de calme l'envahissait. Le matin, elle se leva avant l'aube, alluma le poêle et mit à cuire du porridge d'avoine au miel. Quand Eli apparut dans la cuisine, elle était déjà en train de faire frire des œufs et du bacon. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle sans se détourner de la cuisinière. « Mieux, merci. » Sa voix était plus forte que la veille. Nora se retourna et vit qu'il avait meilleure mine et que ses yeux n'avaient plus cette lueur fiévreuse. Il portait la même chemise sombre, mais elle était propre maintenant. Nora l'avait lavée et séchée près du poêle pendant la nuit. « Asseyez-vous et déjeunez. Il vous faut des forces. » À table, ils gardèrent le silence. Son père dormait encore. Depuis sa maladie, il se réveillait tard. Il n'y avait que deux dans la cuisine chaude, qui sentaient le café et le pain frais. Dehors, le ciel rosissait, promettant une belle journée. « Nora, » commença finalement Ellie, « je dois vous dire quelque chose. Sur moi, sur la raison de mes ennuis. Ce n'est pas la peine. Si c'est la peine, vous avez le droit de savoir qui vous a aidé. » Il posa sa fourchette et la regarda dans les yeux. « Il y a 3 ans, je travaillais comme shérif adjoint dans une petite ville du Texas, San Marcos. Un bon travail, un endroit tranquille. Je pensais même épouser la fille du banquier local. Elle s'appelait Sarah. Une belle jeune femme d'une famille respectable. » Une amertume se glissa dans sa voix. « Et puis la bande de Jack Malone a débarqué en ville. 5 brutes qui pillaient les banques dans tout le Texas. Le shérif était vieux, et la principale responsabilité m'est revenue. J'ai organisé une embuscade. » Il se tut, examinant ses mains. « Que s'est-il passé ?» demanda doucement Nora. « Quelqu'un les a prévenus? Quelqu'un du coin ?» L'embuscade a échoué, Malone a abattu le shérif, et j'ai reçu une balle dans la jambe. Ils ont dévalisé la banque et ont disparu. 1 semaine plus tard, j'ai découvert qui les avait prévenus. Qui? Le père de Sarah, James Coleman. Il s'est avéré qu'il était endetté jusqu'au cou depuis longtemps, et la bande lui avait promis une part du butin en échange d'informations. Nora eut un hoquet de surprise. « Et qu'avez-vous fait ?» Je l'ai arrêté, devant toute la ville, sous les yeux de sa fille. Sarah, elle n'a pas voulu me croire. Elle a dit que je mentais, que je voulais salir le nom de sa famille. Elle a rompu nos fiançailles que Tate est parti chez sa tante à la Nouvelle-Orléans. Ellie se leva et s'approcha de la fenêtre. Coleman a passé 2 semaines en prison, et puis la bande de Malone a attaqué la prison et l'a libéré. Ils ont tué 2 gardes au passage, des hommes de bien, qui avaient des familles. On a retrouvé Coleman mort le lendemain. Malone a sans doute décidé qu'un traître ne leur était plus utile. Mon Dieu. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. 1 mois plus tard, j'ai été démis de mes fonctions.
Le nouveau maire a dit que j'avais agi trop brutalement, qu'il aurait fallu trouver un autre moyen. En réalité, la famille de Coleman avait de l'influence dans le comté. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Ellie se tourna vers Nora. Depuis, gère. Je suis devenu chasseur de primes. J'attrape des criminels pour de l'argent. Et il y a 3 jours, j'ai rattrapé un membre de la bande de Malone, Tom Wheeler. Il n'a pas voulu se rendre vivant. Vous l'avez tué? Non. Mais il a eu le temps de me blesser avant de se rendre. Maintenant, il est en prison à Denver. Et j'ai touché une récompense de $1000. Nora digéra lentement ce qu'elle venait d'entendre. L'histoire expliquait beaucoup de choses. La méfiance dans le regard d'Ellie, son habitude de rester dans l'ombre, son refus de consulter des médecins. Et vous pensez que je vais moins bien vous considérer à cause de ça? Ellie parut surpris. Ne devrais-je pas? Je ne suis ni shérif, ni fermier, ni un homme respectable. Je vis de la chasse à l'homme, Nora. Ce n'est pas une vie à partager avec une jeune femme convenable. Nora se leva et s'approcha de lui. Ellie Carter, vous êtes l'homme le plus stupide que je connaisse. Quoi? Vous risquez votre vie pour attraper des criminels. Vous rendez aux gens la justice que des fonctionnaires corrompus leur ont volée. Et vous vous considérez comme indigne. Et qu'est-ce qui est digne selon vous? S'asseoir dans un bureau et faire semblant de ne pas voir les vols. Ellie la regardait avec stupéfaction. Vous ne comprenez pas. Je comprends plus que vous ne le pensez. Mon grand-père était soldat. Il a combattu les Mexicains, puis les Indiens. Quand la guerre s'est terminée, il n'a pas réussi à trouver sa place dans la vie civile. Lui aussi a erré, travaillant là où il pouvait. Il disait que certains hommes sont nés pour se battre. Et les blâmer pour ça, c'est comme reprocher à un aigle de ne pas pouvoir vivre en cage. Elle posa une main sur son épaule valide. Vous n'êtes pas un homme mauvais, Ellie, juste un homme blessé. Et les blessures de l'âme guérissent plus lentement que celles du corps. Il recouvrit sa main de la sienne. Sa peau était rude, calleuse, mais son contact était étonnamment doux. Pourquoi êtes-vous si bonne avec moi? Parce que... Nora hésita, sentant le rouge lui monter aux joues. Parce que vous le méritez. Ils se tenaient très près l'un de l'autre. Ellie leva une main et toucha délicatement son visage. Nora ferma les yeux, sentant le monde entier se réduire à ce contact. « Nora, murmura-t-il, je ne peux pas. Que ne pouvez-vous pas? Je ne peux pas vous offrir la vie que vous méritez. Une maison, une famille, la tranquillité. Je n'ai rien d'autre que mon cheval, mes armes et des ennemis. » Elle ouvrit les yeux et le regarda. « Et si je n'avais pas besoin de tranquillité? Et si j'étais prête à partager votre route? C'est de la folie. Peut-être, mais ma vie ici est aussi une folie, d'un autre genre. Chaque jour est le même, chaque année ressemble à la précédente. J'étouffe, Ellie, et à vos côtés, je me sens vivante. » Des bruits de pas dans l'escalier les firent sursauter et s'écarter. Son père apparut dans une vieille robe de chambre, les cheveux en désordre. « Oh, monsieur Carter, je ne savais pas que vous étiez resté pour la nuit. Comment vous sentez-vous? » « Beaucoup mieux, merci, » répondit Ellie en reprenant rapidement contenance. « Votre fille est une excellente guérisseuse. » « Oui, elle tient ça de sa mère, des mains en or. » Le père s'assit à table, humant avec plaisir l'arôme du café. « J'espère que vous resterez quelques jours de plus. Votre blessure doit bien cicatriser. »« Non, il faut vraiment que je parte. J'ai des affaires à Denver. » Nora sentit une pointe de déception, mais ne dit rien. Elle comprenait qu'il ne fallait pas le presser. Il se débattait déjà avec lui-même. Après le petit déjeuner, Ellie rassembla ses quelques affaires et sortit son cheval de la grange. Son père lui serra la main et lui souhaita bonne route. Nora l'accompagna jusqu'au portillon. « Prenez soin de vous, dit-elle. Vous aussi, épousez votre Willie. Il vous donnera une belle vie. Et vous? Trouverez-vous un jour la paix? » Ellie monta en selle et ajusta son chapeau. « Je ne sais pas. Peut-être quand j'aurai attrapé le dernier membre de la bande de Malone. Peut-être qu'alors je pourrai m'arrêter. Et combien n'en reste-t-il?
2. Malone lui-même et son bras droit, Red Joe McDonald. Et que se passera-t-il quand vous les aurez attrapés? Ellie haussa les épaules. On verra bien. Adieu, Nora. Il fit avancer son cheval et s'engagea sur la route. Nora resta là jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la colline. Puis, lentement, elle rentra dans la maison. Son cœur était lourd comme une pierre. Le soir même, Willie Henderson arriva avec un bouquet d'asters tardifs et une nouvelle demande en mariage. Nora regardait son visage honnête et ouvert, écoutait ses projets de mariage au printemps et de ferme commune, et se sentait comme une traîtresse. « Laissez-moi réfléchir, Willie, dit-elle. Donnez-moi encore un peu de temps. » Il hocha la tête, compréhensif, patient, comme toujours. La nuit, Nora resta assise près de la fenêtre à regarder les étoiles. Quelque part là-bas, sous le même ciel, un cavalier solitaire parcourait les routes poussiéreuses. Et chaque étoile lui rappelait ses yeux gris. L'hiver s'éternisa. La neige recouvrit les routes, et les nouvelles du monde extérieur parvenaient rarement. Parfois, un marchand ambulant racontait des escarmouches avec les Indiens dans le nord, de nouvelles mines d'or dans le Montana, ou une bande de voleurs qui terrorisait tout le Colorado. À chaque récit, le cœur de Nora se serrait. Et si l'on parlait d'Eli, elle ne donnait toujours pas de réponse définitive à Willie Henderson, bien qu'il vienne chaque week-end avec des cadeaux et des compliments. Son père commençait à perdre patience. « Ma fille, on ne peut pas tourmenter un homme bon comme ça, disait-il. Soit tu acceptes, soit tu refuses une bonne fois pour toutes. » Nora hochait la tête, promettait de se décider au printemps et repoussait sans cesse la conversation. Elle savait qu'elle se conduisait de manière déraisonnable, mais ne pouvait s'en empêcher. Dans son cœur vivait l'espoir qu'Ellie reviendrait. Un espoir insensé, irrationnel, qui ne lui laissait aucun repos. Le printemps arriva tôt. Dès le mois de mars, les ruisseaux se mirent à chanter, et la première herbe apparut sur les versants ensoleillés. Nora aidait son père à réparer la clôture, endommagée par l'hiver, quand elle entendit un bruit de sabots familiers. Ellie. Mais cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés chevauchait une femme, jeune, belle, vêtue d'une coûteuse robe bleue et d'un chapeau élégant. Ses cheveux blonds étaient impeccablement coiffés, et elle portait des gants de cuir blanc. Une vraie dame, bien loin d'une fille de la campagne. Nora sentit quelque chose se nouer douloureusement dans sa poitrine. Elle ajusta son tablier usé, lissa ses cheveux en désordre et se dirigea vers le portillon. « Bonjour, monsieur Carter », salua-t-elle d'une voix aussi neutre que possible. « Bonjour, Nora. Permettez-moi de vous présenter mademoiselle Sarah Coleman. Sarah, voici Nora McClintock dont je vous ai parlé. » C'était donc elle, Sarah, l'ex-fiancée, la fille du traître. Nora hocha poliment la tête, et la femme descendit de cheval pour lui tendre la main. « Très heureuse de faire votre connaissance. Ellie m'a beaucoup parlé de votre bonté. » Sa voix était douce, bien éduquée, sans aucune arrogance ni animosité. Pour une raison quelconque, c'était encore plus douloureux. « Entrez donc, proposa Nora. Mon père sera ravi de vous voir. » Autour d'une tasse de café, l'histoire se dévoila. Sarah était venue de la Nouvelle-Orléans à Denver pour retrouver Eli. Pendant 2 mois, elle l'avait cherché à travers tout le Colorado, interrogeant les shérifs, les propriétaires de saloons, les marchands. « Pourquoi ?» demanda directement Nora. Sarah et Ellie échangèrent un regard. « Je veux lui demander pardon, » dit doucement Sarah, « pour ne pas l'avoir cru à l'époque, pour l'avoir abandonnée au moment le plus difficile. » « Et j'ai accepté ses excuses, » ajouta Ellie. « Le passé est le passé. »« Mais je ne suis pas venue que pour ça, » poursuivit Sarah. « À la Nouvelle-Orléans, des rumeurs me sont parvenues selon lesquelles Ellie était devenu chasseur de primes, qu'il risquait sa vie en poursuivant de dangereux criminels. Et je ne pouvais pas vivre en paix, sachant qu'il était en danger par ma faute. »« Pas par votre faute, » objecta Ellie, « par la faute des circonstances. »« Non, par la mienne.
Si je t'avais soutenu à ce moment-là, si je n'avais pas flanché, peut-être que tout aurait été différent. » Nora écoutait leur conversation avec une inquiétude grandissante. Entre Ellie et Sarah, il y avait une proximité évidente. Non pas romantique, mais profonde, fondée sur des souvenirs communs et une compréhension mutuelle. « Et que proposez-vous » demanda Ellie. « Reviens au Texas, avec moi. J'ai de l'argent, ma tante m'a laissé un héritage conséquent. Nous pouvons acheter un ranch, commencer une nouvelle vie. Tu ne risqueras plus ta vie seule. » Ellie resta longtemps silencieux, faisant tourner sa tasse entre ses mains. « Sarah, tu ne comprends pas. Je ne suis plus l'homme que j'étais il y a 3 ans. Ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ça change un homme. Je sais. Mais les gens peuvent changer pour le mieux si on les aide. » Elle posa une main sur son épaule. « Laisse-moi t'aider. » Nora se leva de table. « Excusez-moi, je dois vérifier quelque chose au potager. » Elle sortit dans la cour et inspira profondément l'air frais du printemps. Ses mains tremblaient. C'était donc ainsi que tout allait se terminer. Ellie partirait avec cette femme belle et riche qui pouvait lui donner ce qu'une simple fille de fermier ne pouvait pas lui offrir. L'argent, un statut, la possibilité d'oublier le passé. Et elle épouserait Willy, aurait des enfants, ferait du pain et raccommoderait des chaussettes jusqu'à la fin de ses jours. Et chaque nuit, elle se souviendrait des yeux gris et des mains fortes de l'homme qui aurait pu être son destin. Nora. Elle se retourna. Ellie se tenait sur le seuil de la maison. « Oui ? Puis-je vous parler ?» Ils s'éloignèrent jusqu'au vieux chêne au bord de la cour. Sarah était restée à l'intérieur, discutant avec son père. « Que pensez-vous de sa proposition ?» demanda Ellie. « Ce ne sont pas mes affaires. »« Si, ce sont les miennes. Et votre avis m'importe. » Nora leva les yeux vers lui. On y lisait la douleur qu'elle tentait de dissimuler. « Elle est belle, riche, elle vous aime. Que faut-il de plus à un homme pour être heureux? Et que faut-il à une femme? » La question la prit au dépourvu. « Je ne sais pas. La sécurité probablement. Un toit sur la tête, des enfants. Et l'amour? L'amour est un luxe. Tout le monde ne peut pas se le permettre. » Ellie fit un pas vers elle. « Et vous? Quoi, moi? L'amour est-il à votre portée? » Nora se détourna, sentant ses joues brûler. « Ne jouez pas avec moi, Ellie. Vous avez une chance de commencer une nouvelle vie. Saisissez-la. Et si je ne veux pas d'une nouvelle vie avec Sarah? Alors avec qui? » Il lui prit la main, la forçant à se retourner. « Nora, cela fait 6 mois que je n'arrive pas à vous sortir de ma tête. Où que j'ai été, quoi que j'ai fait, je pensais à vous, à vos yeux verts, à la façon dont vous avez soigné ma blessure, aux mots que vous avez prononcés cette nuit-là. Ellie, je traquais Red Joe, je l'ai presque rattrapé dans le Nevada. Mais au dernier moment, je l'ai laissé partir. Vous comprenez? J'ai laissé filer le dernier de la bande parce que j'avais peur de ne plus avoir de but après. Nulle part où aller. Et le seul endroit où je voulais revenir, c'était ici, vers vous. » Nora le regardait, les yeux écarquillés. « Mais Sarah est une femme bien, mais je ne l'aime pas. Pas comme un homme doit aimer la femme qu'il s'apprête à épouser. Mais vous... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Je vous aime au point d'être prêt à changer toute ma vie, prêt à devenir l'homme que vous méritez. Et quel genre d'homme est-ce que je mérite? Un homme meilleur que moi. Mais j'essaierai de le devenir, si vous m'en donnez la chance. » Nora sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout cela ressemblait à un rêve, trop beau pour être vrai. « Et que dira votre Sarah? Elle comprendra? Sarah est une femme intelligente. Elle a vu comment je vous regardais? Ellie, je ne pourrais pas vous donner ce qu'elle aurait pu. Je n'ai pas besoin de son argent. C'est de vous que j'ai besoin, tel que vous êtes. » Il prit son visage entre ses mains. « Nora McClintock, je vous demande de devenir ma femme. Je ne sais pas ce que sera notre vie. Je ne peux vous promettre ni richesse, ni tranquillité. Mais je peux vous promettre de vous aimer,
jusqu'à mon dernier jour, de vous protéger à tout prix et de faire tout mon possible pour que vous soyez heureuse. Nora ferma les yeux, sentant le contact de ses mains sur son visage. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Eli, oui. » La conversation avec son père fut plus facile que Nora ne l'avait prévu. Le vieux McClintock écouta attentivement les projets d'Eli, posa quelques questions directes sur leur avenir et finit par hocher la tête. « Eh bien, si ma fille est d'accord, je n'ai rien contre. Je vois que vous êtes un homme d'honneur, monsieur Carter, et l'honneur vaut plus que l'argent. » Ce fut plus compliqué avec Sarah. Elle écouta Eli calmement, esquissant même un sourire. Mais Nora vit le coin de sa bouche tressaillir douloureusement. « Je savais que c'était une possibilité, » dit doucement Sarah, « dès que j'ai vu comment tu la regardais. Félicitations à vous deux. »« Sarah, je ne voulais pas... » »« Chut, Eli, tu n'as rien fait de mal. On ne commande pas à son cœur. » Elle se leva, lissant ses jupes. « Je partirai demain matin, pour Denver et de là pour la Nouvelle-Orléans. Peut-être pourriez-vous rester pour le mariage ?» proposa Nora, se sentant coupable. « Merci, mais non. Je pense qu'il vaut mieux que je ne vous dérange pas. » Le soir, alors que Sarah s'était retirée dans la chambre d'amis et que son père s'était endormi dans son fauteuil près du feu, Eli et Nora étaient assis sur la véranda, planifiant leur avenir. « Ne vendez pas la ferme, » dit Eli, « qu'elle reste dans la famille. Nous trouverons quelque chose à proximité. » « J'ai un peu d'argent de côté, » avoua Nora, « et mon père me donnera une dot. Pas grand-chose, mais ça suffira pour commencer. Et j'ai les $1000 pour la capture de Tom Wheeler, assez pour acheter un petit terrain et construire une maison. » Ils restèrent silencieux, écoutant le chant des grillons et le hurlement lointain d'un coyote. « Eli, et qu'adviendra-t-il de Red Joe ?» demanda Nora. « Vous ne l'avez pas attrapé. »« Je l'attraperai. Après le mariage, c'est ma dernière dette. Et s'il vous attaque, si vous ne revenez pas, » Eli prit sa main dans les siennes. « Je reviendrai, je vous le promets. J'ai maintenant une raison de revenir. » Le mariage fut fixé au mois de mai. Une petite cérémonie dans l'église locale, avec seulement les plus proches. Nora cousit sa robe elle-même. Blanche, simple, mais jolie. Willie Henderson, apprenant les fiançailles, vint les féliciter et leur souhaiter du bonheur. Il se montra digne, bien que Nora pût voir la déception dans ses yeux. « Tous mes vœux de bonheur, Nora, » dit-il sincèrement. « Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Une semaine avant le mariage, un événement inattendu se produisit. Le shérif de Denver arriva en ville avec des nouvelles alarmantes. Red Joe McDonald a attaqué le relais de poste près de Boulder, annonça-t-il à Eli. Il a tué 2 gardes et le receveur des postes. Il y a maintenant une prime de $2000 sur sa tête. Le visage d'Eli s'assombrit. Quand est-ce arrivé? Avant-hier, il se dirige vers le nord, vers la frontière canadienne. Si on ne l'attrape pas maintenant, il s'échappera pour de bon. Nora sentit un frisson la parcourir. Elle savait ce que cela signifiait. Eli ne pouvait pas laisser passer une telle occasion. C'était sa dernière chance de clore l'histoire de la bande de Malone. « Je dois y aller, » dit-il le soir lorsqu'ils furent seuls. « Je sais. Nous reporterons le mariage de quelques semaines. Je m'occupe vite de Joe et je reviens. Et si vous ne revenez pas? Je reviendrai. Je l'ai promis. » Nora hocha la tête, s'efforçant de ne pas montrer à quel point elle avait peur de le laisser partir. « Alors je viens avec vous. »« Quoi? Non, c'est trop dangereux. »« Eli, je ne resterai pas ici à me demander si vous êtes vivant ou mort. Si nous sommes un couple, nous partageons tout, la joie comme le danger. Nora, c'est de la folie. Red Joe est un tueur. Il ne reculera devant rien. Alors vous avez besoin de soutien. Quelqu'un pour couvrir vos arrières, préparer à manger, penser vos blessures si nécessaire. Je tire bien, mon grand-père me l'a appris. » Eli la regarda longuement, en proie à un conflit intérieur. Finalement, il soupira. « Si j'accepte de vous emmener, ferez-vous tout ce que je vous dirai, sans discuter ni protester? »« Je le ferai. »
Et resterez-vous à l'abri quand les tirs commenceront? Je resterai. Alors, d'accord. Mais d'abord, nous allons apprendre à travailler ensemble. Les 3 jours suivants, ils les passèrent dans la forêt, s'entraînant à des actions coordonnées. Ellie apprit à Nora à se déplacer sans bruit dans les fourrés, à tirer à couvert, à lire les traces sur le sol. Elle se révéla être une élève douée, attentive, courageuse et assimilant rapidement les nouvelles connaissances. Vous avez un vrai talent, reconnut Ellie après qu'elle ait eu atteint une cible à 100 yards avec la carabine. Dommage que nous ne nous soyons pas rencontrés plus tôt. Vous auriez fait un excellent shérif adjoint. Peut-être que ce sera encore possible, sourit Nora. Après que nous aurons attrapé votre Red Joe. Ils partirent à l'aube du 4e jour. Son père les bénit, leur donnant un sac de voyage avec de la nourriture et des vêtements chauds. La dernière chose que Nora vit, en se retournant en selle, fut sa silhouette sur le seuil de la maison, agitant la main en signe d'adieu. Ils trouvèrent facilement la piste de Red Joe. Il ne se cachait pas particulièrement, comptant sur sa vitesse. Ellie examina attentivement les empreintes de sabots. Son cheval boite de la patte arrière gauche, ça va le ralentir. Nous avons une chance de le rattraper. Ils chevauchèrent du matin au soir, ne s'arrêtant que pour abreuver les chevaux et manger un morceau. Nora ne se plaignit pas, bien que la chevauchée inhabituelle lui soit pénible. Le soir, ils atteignirent une petite rivière, où ils trouvèrent l'endroit où Joe s'était arrêté pour la nuit. « Nous avons une demi-journée de retard, » dit Eli en examinant les cendres froides du feu, mais il est fatigué, et nous sommes frais. Demain, nous le rattraperons. La nuit, allongée sous les étoiles près de leur propre feu, Nora songeait à quel point sa vie avait changé ces derniers mois. Il n'y a pas si longtemps, l'événement le plus excitant était un voyage à la ville voisine pour acheter de la farine et du sel. Et maintenant, elle galopait sur des sentiers de montagne, à la poursuite d'un dangereux criminel, et se sentait plus vivante que jamais. « À quoi pensez-vous » demanda doucement Ellie. « Au fait que je n'ai jamais été aussi heureuse, » avoua-t-elle, « même dans une situation aussi dangereuse. Oui, je comprends ce sentiment. Quand la vie devient plus intense, plus vive. Mais n'oubliez pas que demain pourrait être notre dernier jour. »« Ce ne le sera pas, » dit Nora avec assurance. « Nous avons trop de projets pour mourir maintenant. » Eli sourit dans l'obscurité. « J'espère que vous avez raison. » Ils rattrapèrent Red Joe le lendemain, vers midi. Il s'était arrêté près d'un ruisseau pour laisser reposer son cheval boiteux et n'avait pas remarqué ses poursuivants qui s'approchaient. Eli et Nora mirent pied à terre à une centaine de yards de lui et se faufilèrent prudemment à travers les buissons. Joe était assis près de l'eau, le dos tourné, mâchant de la viande séchée et fredonnant. C'était un homme roux et dégingandé d'une 40aine d'années, vêtu d'une veste en cuir usé et d'un chapeau noir. 2 colts pendaient à sa ceinture et une carabine était posée à côté de lui. « Red Joe McDonald !» cria Ellie d'une voix forte, sortant de derrière un arbre, son revolver pointé sur le criminel. « Vous êtes en état d'arrestation pour vol et meurtre. » Joe se tourna lentement, sans faire de mouvement brusque. « Ah, le chasseur de primes !» ricana-t-il en voyant Eli. « Carter, si je ne me trompe. J'ai entendu parler de toi. Tu as déjà mis presque toute notre bande derrière les barreaux. »« Presque. Tu es le dernier. »« Oui, le dernier. » Joe se leva, les mains en l'air. « Et maintenant, tu m'emmènes à Denver pour la récompense ?»« Exactement. » Les mains derrière le dos. Nora observait depuis sa cachette, sa carabine prête à faire feu. Tout se passait trop bien. Joe se rendait sans combattre, ce qui ne ressemblait pas à un criminel désespéré. Ellie s'approcha prudemment, sans baisser son revolver. Quand il ne restait plus qu'une dizaine de pieds entre eux et Joe se jeta soudainement sur le côté, dégainant son colt en même temps. Les coups de feu partirent presque simultanément. Joe manqua sa cible, tandis que la balle d'Eli l'atteignit à l'épaule, le faisant tomber. Mais le criminel ne se rendit pas. Roulant derrière un rocher, il commença à tirer avec son second revolver.
Nora! Cria Ellie, se mettant à l'abri derrière un arbre. Restez où vous êtes! Une fusillade s'engagea. Joe était blessé mais toujours dangereux, et sa position derrière le rocher était très avantageuse. Ellie ne pouvait pas s'approcher sans s'exposer. La fusillade s'éternisait. Joe commençait à manquer de munitions, mais Eli n'en avait pas beaucoup non plus. Finalement, le criminel se tut, et un silence tendu s'installa. « Joe !» cria Ellie. « Rends-toi! Tu es blessé et encerclé. » Le silence fut la seule réponse. Ellie jeta un coup d'œil prudent derrière son arbre et vit que Joe avait disparu. D'une manière ou d'une autre, il avait réussi à ramper loin du rocher sans se faire voir. « Merde !» jura Ellie. « Nora, il nous contourne. Faites attention. Trop tard. » Nora entendit un craquement de branches derrière elle et se retourna. Droit sur elle, chancelant à cause de la perte de sang, mais toujours mortellement dangereux, avançait Red Joe, un colt à la main. « Doucement, ma belle, siffla-t-il. Ne bouge pas, sinon je te fais un trou. » Nora leva lentement les mains, sans lâcher sa carabine. « Carter !» hurla Joe. « Sors de là, ou ça va mal finir pour ta copine. » Ellie apparut de derrière son arbre, son revolver prêt. « Laisse-la, Joe. Ton affaire, c'est avec moi. » « Non. Les règles ont changé. Jette ton arme et recule. »« Ne faites pas ça, » dit doucement Nora. « Il nous tuera de toute façon. »« Fille intelligente, » ricana Joe. « Mais c'est moi qui décide. » Ellie hésitait. Jeter son arme signifiait signer leur arrêt de mort à tous les deux. Mais il ne pouvait pas tirer. Le risque de toucher Nora était trop grand. « Décidez-toi vite, Carter. » Joe pressa le canon de son arme contre la tempe de Nora. Où la belle y passe. C'est alors que Nora fit ce que son grand-père lui avait appris à la chasse. Elle s'accroupit brusquement et roula sur le côté, tout en armant le chien de sa carabine. Joe, déséquilibré par la surprise, tira en l'air. Nora épaula sa carabine et tira, presque sans viser. La balle atteignit Joe en pleine poitrine, et il s'effondra sur le dos. Eli se précipita vers Nora. « Tout va bien ?»« Oui, » souffla-t-elle en abaissant son arme. « Oui, tout va bien. » Ils s'approchèrent de Joe. Il était encore en vie, mais respirait difficilement, une écume sanglante aux lèvres. « Alors, Carter, » râla-t-il, « tu nous as tous eus. Content ? » « Pas vraiment, » répondit honnêtement Eli. « J'aurais préféré que vous choisissiez tous une autre voie. »« Trop tard pour y penser maintenant. » Joe toussa, crachant du sang. « Hé, ta fille !»« Elle tire bien. Dommage qu'elle ne soit pas de notre côté. » Il ne dit plus rien. Quelques minutes plus tard, tout était fini. Nora se tenait là, regardant le criminel mort, et ressentait un vide étrange. C'était la première personne qu'elle tuait. Même si c'était pour défendre sa vie et celle d'Ellie, cela ne rendait pas la chose plus facile. « Nora ?» dit Eli en la prenant par les épaules. « Vous nous avez sauvé la vie, sans votre courage et votre précision. »« Il est mort, » murmura-t-elle. « Oui, et beaucoup de gens vont pouvoir dormir plus tranquillement maintenant. » Ils enterrèrent Joe sur place, près du ruisseau. Ellie récita une courte prière sur sa tombe. Puis ils récupérèrent le cheval de Joe et ses armes. Tout cela pourrait être utile ou vendu. Le retour à Denver prit 2 jours. Ils chevauchaient lentement, profitant de la compagnie de l'un et de l'autre, et du silence des montagnes. Nora se remettait peu à peu de ce qui s'était passé. Ellie ne la pressait pas de parler, comprenant qu'elle avait besoin de temps pour assimiler les événements. « Ellie, » dit-elle le soir du 2e jour, alors qu'ils étaient assis près du feu. « Et maintenant, la bande de Malone n'existe plus. Votre vengeance est accomplie. Oui, maintenant, je peux commencer à vivre pour moi, pour nous. Et que ferez-vous » Ellie réfléchit, les yeux fixés sur les flammes. « Je ne sais pas. Peut-être que j'essaierai de redevenir shérif, dans une petite ville tranquille, où l'on a besoin d'un homme d'expérience. Qu'en diriez-vous ? » Je dirais que vous feriez un excellent shérif, honnête, juste,
courageux. Ce sont précisément des hommes comme vous qui devraient défendre la loi. Et êtes-vous prête à devenir la femme d'un shérif? Ce n'est pas le métier le plus sûr. Nora sourit. Après ce que nous venons de vivre, je suis prête à tout ce que la vie peut nous offrir. À Denver, ils remirent le corps de Red Joe aux autorités et reçurent la récompense. 2000 $. Une somme énorme pour l'époque. Assez pour acheter une belle maison, monter une ferme et assurer leur subsistance pour plusieurs années. Vous savez ce que je pense? Dit Nora en sortant de la banque avec le chèque. Il y a 1 an, j'ai promis de vous rendre la vie. Eh bien, je viens de le faire. Comment ça? Vous avez dit que vous ne pouviez pas mener une vie normale tant que vous n'en auriez pas fini avec la bande de Malone. C'est du passé maintenant. Vous pouvez redevenir celui que vous voulez être, et non celui que les circonstances vous ont forcé à devenir. Ellie s'arrêta au milieu de la rue et la regarda avec surprise. Vous avez raison. Je n'y avais pas pensé sous cet angle. Il s'avère que vous m'avez vraiment rendu la vie. Et maintenant, ma dette est payée, sourit Nora. À partir de maintenant, nous construisons notre vie en tant que partenaires égaux. Ils se marièrent une semaine plus tard, dans une petite église de Denver. Le shérif et sa femme furent leurs témoins, des gens charmants qui les invitèrent à dîner après la cérémonie. À table, le shérif proposa à Ellie un poste d'adjoint. « Denver grandit vite, expliqua-t-il. Nous avons besoin d'hommes qui connaissent leur métier. Et après l'histoire de la bande de Malone, votre réputation est impeccable. » Ellie regarda Nora. Elle hocha la tête. « D'accord, dit-il. Essayons. » Les premiers mois de leur mariage furent les plus heureux de la vie de Nora. Ils louèrent d'une petite maison à la périphérie de Denver et l'aménagèrent à leur goût. Eli travaillait comme shérif adjoint et il s'avéra que ce travail en ville lui convenait. La criminalité à Denver n'était pas aussi violente que sur les routes et les habitants s'habituèrent rapidement au nouvel adjoint, l'appréciant pour sa justice et son honnêteté. Nora aussi se trouva une occupation. Elle aidait le médecin local à recevoir les patients, utilisant les connaissances acquises de sa mère. Les femmes de la ville apprirent vite que la nouvelle épouse du shérif adjoint savait soigner les maladies infantiles et assister les accouchements. À l'automne, Nora apprit qu'elle attendait un enfant. Ellie était au comble du bonheur. Ils passèrent dans de longues heures, assis sur le perron de leur maison, se tenant la main et planifiant l'avenir. « Un garçon ou une fille ?» demanda-t-il. « Quelle importance? L'essentiel, c'est qu'il soit en bonne santé. Si c'est un garçon, nous l'appellerons James, en l'honneur de votre grand-père. Et si c'est une fille? Si c'est une fille, ce sera Rose, en l'honneur de ma mère. » L'hiver passa rapidement. Le ventre de Nora s'arrondissait, et Eli devenait de plus en plus attentionné. Il s'inquiétait de chacun de ses pas, lui préparait le petit déjeuner quand elle avait des nausées, lui lisait des livres à voix haute le soir. « Je n'aurais jamais cru pouvoir être aussi heureux, » avoua-t-il un jour. « Après tout ce qui s'est passé au Texas, je pensais qu'une vie normale n'était pas pour moi. Et maintenant? » « Maintenant, vous avez une famille, » sourit Nora, « et un travail qui vous plaît, et un avenir à planifier. Oui, et tout ça je vous le dois. Pas à moi, à nous. Nous avons construit cela ensemble. Au printemps, alors que les ruisseaux chantaient dans les montagnes et que les pommiers fleurissaient dans les jardins, leur fils naquit. Un bébé robuste et en bonne santé, avec les yeux gris de son père et le menton déterminé de sa mère. Ils l'appelèrent James, comme prévu. Eli tenait son fils dans ses bras et ne pouvait se lasser de le contempler. « Il sera meilleur que nous, » dit-il doucement. « Il grandira dans un monde où la loi compte plus que la force, où l'on peut résoudre les problèmes avec des mots et non avec des balles. »« Je l'espère, » acquiesça Nora. « Mais si nécessaire, il saura se défendre et protéger les faibles. » Ils se tenaient près de la fenêtre de leur maison, regardant les rues de la ville en pleine croissance. Quelque part là-bas, au bureau du shérif, des affaires attendaient d'être résolues.
Quelque part là-bas vivaient des gens qui pouvaient avoir besoin d'aide. Et ici, dans cette maison chaleureuse, une nouvelle vie les attendait. Un petit être qui serait le prolongement de leur amour et de leurs espoirs. « Nora », dit Ellie en enlaçant sa femme de son bras libre. « Vous vous souvenez de ce que vous avez dit le jour où je vous ai sauvé de l'ours? Que je vous rendrai la vie un jour. Vous ne m'avez pas seulement rendu la vie, vous m'avez donné la meilleure vie dont j'aurais pu rêver. » Nora sourit, se blottissant contre son épaule. « Et vous m'avez donné la possibilité de devenir celle que j'ai toujours voulu être. Pas seulement une fille de fermier attendant le bon parti, mais une femme forte, capable de rendre le monde meilleur. » Le petit James s'agita dans les bras de son père et ouvrit les yeux gris, attentifs, déjà prêts à explorer ce nouveau monde. Nora toucha sa joue du bout du doigt. « Notre devoir maintenant, c'est de lui offrir une enfance telle qu'il devienne un homme bon et juste, pour qu'il poursuive ce que nous avons commencé. »« Nous le ferons, » promit Ellie. « Il aura les meilleurs parents du monde. » Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel au-dessus des montagnes de teintes dorées et roses. Quelque part dans ces montagnes se trouvait une petite ferme où le vieux McClintock attendait des nouvelles de sa fille. Quelque part sur les routes de l'Ouest, des gens voyageaient vers leur destin. Et ici, dans cette maison, commençait une nouvelle histoire. L'histoire d'une famille qui s'était trouvée malgré tous les obstacles et avait bâti son bonheur sur des fondations de courage, d'amour et de fidélité mutuelle. La dette était entièrement payée. La vie avait été rendue, non par obligation, mais par le cœur. Et devant eux s'étendait une longue route, non plus dangereuse et solitaire, mais lumineuse et pleine d'espoir, qu'ils parcouraient main dans la main, sachant que quoi qu'il arrive, ils seraient toujours là l'un pour l'autre.